Bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire tourné autour du partage d'expériences sur le management à distance et son impact sur l'engagement des collaborateurs. Alors aujourd'hui, pour cette table ronde, j'ai autour de moi Yves Brantôme, qui est le DRH de Butagaz, Anne-Sophie Sarrazin, qui est la DRH de Microport CRM, Colline Lafont, DRH de Citeo, et Stéphane Duret, directeur général délégué du groupe Lefebvre-Sarru. Alors, avant que nous entamions ce tour de table, quelques points d'introduction. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, des chiffres, on en a vu pas mal dans cette période-là. Et on n'a pas encore beaucoup de recul sur cette analyse. Toutefois, quelques éléments en fait, qui nous permettent d'introduire notre sujet. On a tous vécu une période de télétravail forcé au démarrage, à l'issue de laquelle on avait tous un engouement pour le télétravail qui, malheureusement, ne s'est pas forcément vérifié lors de la seconde période de confinement. Malgré tout, on a vu que 58% des collaborateurs souhaitaient être présents au moins un jour par semaine au bureau, ce qui veut dire que ça nous oblige tous à réfléchir à des modes de fonctionnement hybrides et qui forcément ne facilitent pas le management à distance. On a vécu pendant cette période-là une autonomisation des collaborateurs et plus de 75% des collaborateurs disent que leur manager leur fait confiance pour l'organisation du travail à distance. Malgré tout, il y a quand même une attente énorme sur la structuration de l'animation collective et sur le pilotage individuel des collaborateurs. Ça nous fait travailler tous autour de pratiques managériales qui nous sont chères chez Over the Moon, sur l'autonomie et sur la confiance. Quelques chiffres qui sont issus des éléments que Choose My Company a publiés suite à ces différentes enquêtes. Pendant cette période, on a connu une réelle baisse de motivation globale, de moins 4 points, ce qui est notable parce que sur les derniers mois, il y avait une vraie augmentation de l'engagement. Donc on a vu qu'il y a un vrai impact. Et le point le plus étonnant, c'est que l'impact, il est vraiment sur les 18-34 ans, qui sont les populations qui ont le plus de mal à trouver de la motivation parce qu'ils se sentent vraiment en mal de reconnaissance par rapport à ce qu'ils font et de partage d'expérience avec leurs pairs. Tout ça, ça montre que pour nous, Over the Moon, qui travaillons un peu tous les jours sur ces sujets de leadership collaboratif, qu'il y a des nouvelles pratiques managériales dans lesquelles il faut savoir accompagner ces équipes pour pouvoir réussir ce management à distance qui n'est vraiment pas évident pour personne. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est effectivement faire un petit tour de table sur le vécu de chacun sur cette période et sur ce qu'ils ont constaté sur leur terrain sur le management à distance. Et puis ensuite, faire un peu de prospective sur quelle va être la suite et quels sont les partis qu'on peut tirer de tout ça. Dans ce premier tour de table, je vais vous proposer à Anne-Sophie de commencer. Donc, j'ai cité le nom de Microport CRM, mais il va falloir que tu nous en dises un peu plus, parce que ce n'est pas forcément une marque qui est très connue, alors que c'est un vrai acteur français. Et vous aviez déjà d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas seulement présent en France, déjà des pratiques de management à distance qui étaient existantes. Malgré tout, tu as vu quand même pas mal de choses un peu différentes dans cette période. Alors, est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous dire ce que fait Microport CRM et ce que tu as vécu pendant cette période ? Avec plaisir. Donc, Microport CRM est une société spécialisée dans la gestion des troubles du rythme cardiaque. Et notre activité consiste principalement à développer, fabriquer et commercialiser des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs implantables. Notre siège mondial, comme tu le disais, est basé en Île-de-France, donc à Clamart. Et c'est sur ce site que sont principalement situées donc, nos équipes R&D et que nous fabriquons également la partie électronique de nos appareils implantables. On est présent effectivement dans une 50aine de pays. Nous avons un peu plus de 1000 salariés dans le monde, dont 450 en France. Et voilà, en gros, ce qu'on fait sur le territoire français. Et donc pendant cette phase, en fait, est-ce que vous avez vécu des nouvelles expériences sur management à distance, même si vous en faisiez déjà un peu, et qu'est-ce que tu as constaté chez tes collaborateurs ? Oui, alors effectivement, nos équipes sont basées un peu partout en France. On a des équipes commerciales qui sont déjà très habituées à ce type de pratique puisqu'elles sont sur le terrain et elles travaillent à distance. Sur le site de Clamart plus particulièrement, on a une partie de l'équipe qui fait de la production, donc ceux-là n'ont pas été concernés par le télétravail. En revanche, une grosse partie de nos effectifs sont des cadres
et se sont très rapidement mis à travailler de chez eux au moment où on a vécu tous le premier confinement. On a été beaucoup aidés par le fait que beaucoup d'entre eux étaient déjà équipés de matériel, donc de PC portables, ce qui leur a permis très rapidement techniquement d'arriver à travailler de chez eux. Les outils informatiques étaient déjà aussi présents pour pouvoir communiquer à distance, donc ça nous a beaucoup facilité la tâche. On s'est d'ailleurs rendu compte à ce moment-là que certaines équipes qui n'étaient pas forcément étiquetées comme pouvant travailler de chez elles ont quand même réussi à effectuer une grande partie de leur activité depuis chez eux. On a certaines équipes R&D qui, elles, pour le coup, travaillaient sur des projets qui nécessitaient de manipuler des bancs de test ou bien des outils qui étaient présents dans nos laboratoires à Clamart et pour lesquels il fallait quand même être sur le site. Se sont organisés très rapidement, un peu en mode start-up finalement, où ils ont déménagé ces outils, ceux qu'on pouvait transporter chez eux, et ils ont recréé finalement des espèces de petits labos chez eux, soit dans leur garage, soit même à leur domicile, pour pouvoir continuer à mener à bien ces projets. Et on est arrivé à mener, pendant cette période-là, en tout cas pendant le premier confinement, à mener à bien des projets dans les délais qui étaient les nôtres, de façon finalement très efficace. Plutôt une réussite, en tout cas de ce point de vue-là, qui était assez inespérée dans un temps aussi court, puisqu'il a fallu s'adapter à toutes les contraintes sanitaires qu'on a bien évidemment tous vécues et qu'il a fallu mettre en place très rapidement. Surtout qu'un banc de test de pacemaker, ça doit prendre un peu de place dans le garage. Alors c'est de la taille d'une boîte à chaussures, je me suis renseignée avant de venir. Donc on n'a pas pu déménager tous les équipements, mais effectivement les équipements qui pouvaient être déménagés l'ont été au domicile de nos salariés. Alors de la même façon que pour les populations qui étaient au bureau, on a autorisé les équipes à partir avec leurs écrans, avec leur siège de bureau quand ils n'étaient pas bien installés chez eux. Donc on a facilité aussi un petit peu l'installation pour le travail à domicile. Et est-ce que tes managers ont réussi à trouver leur chemin justement dans ce management d'équipe à distance puis hybride dans la seconde période ? Ils ont mis en place un certain nombre de pratiques, notamment du suivi à distance, donc avec des points réguliers tous les matins par exemple, avec leurs équipes en visioconférence, pour faire un petit point assez rapide d'une demi-heure par exemple tous les matins pour pouvoir garder le lien entre les équipes, se mettre en marche pour la semaine. Et finalement, ça a permis à certaines équipes qui ne se parlaient pas forcément aussi fréquemment de découvrir ce que chacun faisait. Donc ça a eu des effets aussi positifs, de ne pas laisser certaines équipes ou certains membres des équipes isolés. Et ces pratiques-là ont été plutôt bien appréciées. Bon, évidemment, ceux qui ne l'ont pas fait, les managers qui ne l'ont pas fait, pour le coup, ça a été un petit peu plus difficile, on en a eu peu, mais on a eu aussi des retours qui nous ont dit que ça a été un petit peu plus difficile à vivre pour eux. Donc évidemment, dans cette période de particulière, la communication est clé, ça c'est sûr. Et les managers qui avaient déjà un petit peu ces bonnes pratiques ont pu les développer de façon naturellement plus simple et plus efficace. Yves, toi, chez Butagaz, vous avez également déjà une expérience assez solide de télétravail, qui était précédemment au confinement. Mais est-ce que cette période, avec notamment une partie de télétravail forcé, a apporté un nouvel éclairage sur la façon dont vous le gériez et comment est-ce que tu as pu mesurer ce qui s'est passé pendant cette phase-là ? Oui, peut-être deux mots sur Butagaz. Tout d'abord, donc Butagaz, c'est une marque, je pense, assez connue de beaucoup de personnes, pour je pense essentiellement pour son business historique, commercialisation de gaz liquide, propane et butane. Tout le monde connaît la fameuse bouteille bleue. Et depuis quelques années, la stratégie de Butagaz, c'est la diversification sur d'autres énergies, gaz naturel, électricité, granulés de bois, et des ambitions également à regarder le futur, à être un acteur de la transition énergétique et à travailler aussi sur les énergies renouvelables. Voilà. Important de dire aussi qu'il y a une forte ambition aussi de liens de services autour de l'énergie pour, dans le cadre de la transition énergétique, aider notamment aux économies d'énergie et donc, de manière un peu contre-intuitive, à apporter des services à nos clients pour consommer moins du produit qu'on distribue. Voilà un peu le contexte business dans lequel on évolue. Donc effectivement, on avait
toute une population qui était relativement habituée à travailler de manière ponctuelle en télétravail, qui était équipée d'ordinateurs portables, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Par contre, d'un point de vue un peu anecdotique, mais qui nous a bien aidés, on avait décidé en décembre, maintenant en octobre 2019, en anticipation des grosses grèves qu'il y avait eu fin 2019 et début 2020, d'équiper tous ceux qui pouvaient télétravailler d'ordinateurs portables pour mettre déjà tout le monde en télétravail en décembre 2019. Voilà. Donc on a eu une espèce de répétition pour toute une partie de cette population. Il est arrivé le confinement, donc ce qui me paraît aussi important de souligner, et je pense que on n'est pas les seuls dans cette situation, il faut d'abord souligner le rôle des personnes dans notre entreprise qui ne peuvent pas télétravailler. On a des sites industriels, on remplit des bouteilles, on a des chauffeurs-livreurs qui livrent nos clients, et le premier défi, le 16 mars, ça a été d'assurer la sécurité de tous ces personnels, et tu parlais d'engagement. Le premier engagement remarquable qu'on a eu, c'est ces populations-là et ces salariés-là. Si ça n'avait pas été le cas, l'entreprise s'arrêtait et puis toutes les fonctions support qui pouvaient aller travailler n'auraient plus grand-chose à se mettre sous la dent. Donc ça me paraît un point très important parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de télétravail et il y a quand même tout un pan du salariat dans notre pays qui ne peut pas, oui, en fonction des secteurs, effectivement, c'est très différent. Télétravailler. Voilà. Donc j'ai parlé de cette population un peu habituée au télétravail ponctuel. Donc ça, je dirais, ça a été relativement facile à mettre en œuvre. Comme le disait Anne-Sophie, là aussi, on a autorisé évidemment à passer au bureau, récupérer un écran, récupérer un fauteuil confortable. Il y a une partie de nos collaborateurs un peu particulières qui sont ceux de nos centres d'appel, où là, ça a été une autre histoire. Parce que là, pour le coup... L'équipement, ils ne peuvent pas le trimballer. Là, pour le coup, c'est des centres d'appel qui sont en province. Donc là, on n'avait pas eu le fameux test des grèves, parce qu'en province, il n'y avait pas eu d'impact. Et donc là c'est notre DSI qui a effectué un petit exploit. En plus, pour l'anecdote, notre patron de la DSI était arrivé depuis 5 jours. C'était un nouvel arrivant, donc il a eu un beau baptême du feu. Et là, il a fallu réussir à ce que nos conseillers clientèle puissent se connecter sur les systèmes et continuer à prendre les appels des clients, essentiellement en utilisant leurs ordinateurs personnels. Et donc là, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne suis pas un expert, mais notre DSI a réussi, je dirais, cet exploit. Et en 24 à 48 heures, on a pu, sans aucune perte dans ce flux de relations clients, continuer à servir nos clients de manière complètement transparente pour eux. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux donner aussi comme point assez marquant ? Des populations qui n'avaient pas l'habitude de télétravailler, notamment les populations de la finance et de la comptabilité, en tout cas pas de manière très, très régulière. Donc, confinement le 16 mars, et chez Butagaz, on a un exercice fiscal et comptable qui se termine à fin mars. On est décalé par rapport à l'année calendaire. Et donc, je me souviens de ma CFO qui a commenté assez rapidement au mois d'avril qu'elle n'en revenait pas, puisqu'on a confiné tout le monde le 16 mars, et on a dû donc faire la clôture fiscale et comptable de l'entreprise. Pour les experts, ils savent quelle complexité ça représente. Et pour la première fois, sans qu'ils l'aient jamais fait, avec toute cette population, je dirais, éclatée en télétravail, chacun chez soi. Et notre directrice financière m'avait commenté qu'elle n'avait jamais vu une clôture, je dirais, fiscale se faire de manière aussi efficace et aussi fluide. Donc c'est un bon exemple du degré d'engagement et du degré de motivation des personnels à ce moment-là. Voilà. Et ça rend créatif finalement. Ça rend créatif, ça a poussé beaucoup de collaborateurs de manière complètement naturelle à faire des choses qu'à grand renfort de projets et de consultants. On avait eu un mal fou à faire dans les années précédentes, c'est-à-dire à prioriser, à simplifier, à automatiser, à trouver des moyens simples, évidemment, dans ce contexte un peu d'urgence, de digitaliser un certain nombre de processus. Et on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et je pense que cette espèce de climat de crise a provoqué des actions individuelles et des prises d'initiative, tu parlais d'autonomie, assez remarquables. Moi, je pense qu'effectivement, en préparant ce webinaire, j'ai fait pas mal d'entretiens avec des DRH et c'est vrai que cet effet accélérateur
de la crise, tant sur la partie digitalisation que sur un certain nombre de sujets autour du leadership, a vraiment été vécu par tout le monde sur cette période-là. Absolument. Et donc sur le rôle des managers, bon, bien évidemment, ça a été un groupe de collaborateurs mis particulièrement sous pression, avec là aussi de manière, alors on a un peu, côté RH, on a un petit peu réfléchi, essayé d'aider, donner des petits trucs, mais finalement de manière assez naturelle. Les choses se sont organisées. On parlait de points réguliers, mais je pense que ça a dû se faire aussi dans vos entreprises. Il y a maintenant la pratique du café virtuel le matin qui est très instaurée. Pour un peu plus tard dans la journée et surtout plutôt sur la fin de la semaine, il y a l'apéro virtuel aussi. Et ça, avec modération. Avec modération. Et ça, les managers, véritablement, là aussi, je dirais, ont pris les choses en main. Et je pense qu'ils ont quelque part serré un peu le jeu et puis réussi finalement à donner un petit peu plus de lien dans leur équipe que ce qu'il pouvait y avoir quand on venait tous les jours au bureau. Ah oui, c'est amusant parce qu'Anne-Sophie me disait ça aussi sur les points qu'elle faisait tous les matins avec son équipe, que c'était finalement même un peu troublant de voir à quel point ils avaient besoin de... Oui, ça a resserré beaucoup les liens et effectivement... Pour compléter ce que tu disais, on a aussi certaines fonctions qui, a priori, n'étaient pas éligibles au télétravail et on s'est rendu compte qu'elles étaient aussi capables de télétravailler. Donc, en tout cas, en situation de crise. Après, on parlera un petit peu plus du mode déconfinement après. Oui. Dans une situation particulière, on a constaté beaucoup de créativité parmi nos équipes, effectivement, et des managers qui se sont organisés aussi d'eux-mêmes. Même si nous aussi, on a donné quelques conseils réguliers, on a pris la peine côté RH de communiquer toutes les semaines, aussi bien à l'ensemble des salariés que spécifiquement à la communauté des managers, pour leur donner l'occasion d'échanger des bonnes pratiques, leur donner des petits trucs, etc. Ils se sont aussi bien appropriés ce nouveau mode de fonctionnement et ça a plutôt bien fonctionné. Alors c'est vrai que c'est encore un peu tôt pour pouvoir mesurer... l'impact sur l'engagement des collaborateurs. Mais Colline, tu me disais que chez Citeo, dont tu vas nous dire 2 mots parce que tout le monde ne connaît pas forcément votre activité, non seulement l'engagement était un sujet, mais pour toi, le sujet était quasiment un problème de surengagement dans cette période-là. Oui, ou en tout cas de détection en effet du surengagement. Alors peut-être en effet 2 mots de Citeo. Citeo, c'est une entreprise... une entreprise privée créée par les entreprises de la grande consommation et de la distribution pour réduire l'impact environnemental de la consommation des produits du quotidien. Donc clairement, notre métier, c'est de trouver des solutions pour nos clients pour réduire, réemployer, trier et recycler les emballages et les papiers au quotidien. Donc Citeo, c'est 250 personnes réparties partout en France et on a la chance, ou en tout cas on a eu cette chance pendant le confinement par rapport à vos activités respectives, de ne pas avoir en tout cas d'outils de production physique et de pouvoir passer en 24 heures toute une boîte de 250 personnes en confinement full télétravail. Ça s'est fait assez facilement. C'était rigolo parce qu'on avait prévu tout un plan de déploiement de Teams tout début 2020 avec des jalons sur tout au long de l'année. On va former les collaborateurs. Bon, là, en 48 heures, le plan de déploiement, il était réglé. Et donc, on a très bien su, sur le côté réaction à quelque chose qui nous tombe dessus, et on a très bien su réagir et on a prouvé aussi, si la question se posait encore, qu'à quelques exceptions près de métiers qui sont vraiment liés à l'existence des bureaux, à ces quelques exceptions près, tous nos métiers savent télétravailler, en full télétravail, aucun problème sur le côté on réagit à une crise. Moi, ce qui attire mon attention, c'est plutôt sur le long terme, comment on continue d'apprendre, comment on évite de se faire piéger par des tunnels de réunion où en fait... Nous, on a la grande chance d'avoir des collaborateurs qui sont très engagés. Donc, on n'a eu aucun problème de est-ce que lui, il travaille vraiment, on savait que tout le monde bossait et que ça bossait dur. Mais du coup, on est chez soi, on se met à soi-même une propre pression. On enchaîne les réunions Teams toute la journée, on coche les cases de ça, je dois le faire, je dois le faire.
Moi, c'est ce qui m'interpelle et ce qui continue de m'interpeller aujourd'hui sur le long terme, c'est comment est-ce qu'on continue d'apprendre, comment est-ce qu'on s'abîme pas trop avec ces flux de réunions ininterrompus, et comment le manager peut gérer le fait de ne pas avoir sous les yeux les signaux faibles qu'il pouvait percevoir avant, de tiens, là, dans mon équipe, j'ai peut-être quelqu'un qui se surengage, j'ai peut-être quelqu'un que je dois aider à prioriser différemment. On n'a plus cette acuité-là. Et c'est un peu différent j'ai un point avec mon manager, je sais que j'ai un point avec mon manager, je le prépare et je sais ce que je vais dire au moment où je l'ai en Teams. Alors que dans les bureaux, mon manager, il y avait cette spontanéité. Et du coup, je trouve que le rôle du manager, vraiment les managers ont eu à porter une responsabilité très importante. Et là, la mutation de leur métier, elle est accélérée par cet effet travail à distance. Et en tout cas, nous, on a été très attentifs à ça, au côté risque de surengagement. Et comment on le détecte à distance, c'est beaucoup plus difficile. Tu as déjà eu à gérer quelques cas dans les derniers mois ? Oui, on a eu à gérer quelques cas de attention, là, il faut se reposer avec la personne, regarder son plan de charge, l'aider à prioriser parce que la surchauffe arrive. Oui, c'est arrivé. Et est-ce qu'au niveau de la DRH, vous réussissez à apporter ce support-là aux managers, justement, pour leur donner des pratiques, leur faire partager des choses ? Oui, en tout cas, c'est notre rôle et on essaye de le faire. Ce que je voudrais qu'on réussisse à faire, c'est justement de le voir suffisamment tôt pour pouvoir adresser le sujet avant d'avoir des collaborateurs qui se sont trop fatigués. C'est vrai que la détection et la mesure n'est jamais très, 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 très évidente. Je vais maintenant passer la parole à Stéphane, qui est le directeur général délégué de Lefebvre Sarrut. Alors, on disait tout à l'heure que les DRH avaient été à la manœuvre pendant la période de la crise, mais quand on est DRH, DSI, directeur de la transformation, Stéphane, on ne doit pas beaucoup dormir pendant cette période-là. Non, il faudrait que... Parce qu'on les enchaîne, oui. Oui, peut-être un mot sur Lefebvre Sarrut, dont la marque n'est pas forcément très connue en termes de groupe, mais les produits le sont. Lefebvre Sarrut, c'est le monde de l'édition et le monde de la formation. C'est un groupe qui est européen, avec évidemment en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique, je vais essayer de ne pas les oublier, en Hollande et en UK. Et c'est des marques qui sont connues parce que les étudiants les connaissent, parce que les notaires les connaissent, parce que les DRH les connaissent. Des marques comme Dalloz, comme Francis Lefebvre, comme pour l'édition, comme les éditions législatives, comme Elegia, comme CSP2 etc. C'est des marques de formation dans le monde juridique et dans le monde de la finance, et idem sur l'édition. Voilà. Donc nous, voilà, tout ce que vous avez dit ça s'applique à nous. Je pense que si je regarde un petit peu les derniers mois, comment ça s'est passé, ce qui est sûr, c'est que nous, on a effectivement des gens dont la nature de l'activité permet le télétravail. En dehors de quelques personnes à la production ou quelques personnes aux moyens généraux, en fait, nous, c'est quand même effectivement essentiellement des cadres. Et même les non-cadres, ça se prête très bien au télétravail. Je pense qu'au-delà de tout ce qui a été dit et qu'on a en tout en partie appliqué, je pense que la première décision importante qu'on ait prise dès mi-mars, c'est effectivement, comme tout le monde, on a mis le bémol sur nos coûts, ça c'est sûr, par prudence. Par contre, il y a quelque chose qu'on n'a absolument pas limité et voire qu'on a amplifié, c'est tous nos programmes, nos projets de transformation. D'abord parce qu'il est hors de question qu'une entreprise comme la nôtre, qui est une entreprise qui transmet de la connaissance, qu'on le veuille ou non, d'une façon ou d'une autre, on transmet de la connaissance. Donc transmettre de la connaissance en 2020, ça veut dire du digital. Ça veut dire qu'on a une transformation digital mature et qu'il est impératif de la mener à son terme et dans le cadre qu'on a fixé. Donc on a voulu accélérer là-dessus pour cette raison, mais aussi parce que ça donne un projet commun à un moment donné, et on n'est pas tous en train de se protéger par rapport à une situation qui fait peur, mais aussi de donner le signal qu'on avance, et qu'en plus on est capable, et en particulier avec le soutien, mais je ne suis pas là pour faire la pub d'Over the Moon, mais il se trouve que... Mais tu peux y aller. Allez-y avec Over the Moon. Il manie très très bien tous ces outils-là, et permet en particulier de faire tout un ensemble de workshops, etc., de façon très interactive, et du coup, cette espèce de lien qui devait être maintenu, s'il a été peut-être un tout petit peu délaissé au départ par les individus ou par leur management, etc., il existait en particulier à travers ça.
Au-delà du fait que ça porte quand même en se disant, au-delà, il y a quand même on continue à avancer, on continue à investir, on continue largement à y croire. Et ça, c'était extrêmement important. Le deuxième point, peut-être, c'est ce qu'on a fait avec Choose My Company. Je ne fais pas de pub pour personne, mais je trouve que c'est avec eux qu'on a travaillé. C'est qu'on a fait un survey, une enquête, au mois de juillet, quelque chose comme ça, donc quand ça commence à se détendre un peu, pour savoir comment les gens avaient vécu ça. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, la mesure, mais pas la mesure tous les 4 ans pour voir comment ça se passe, la mesure régulière, la prise de pouls des collaborateurs par rapport à leur situation, je pense qu'elle est extrêmement importante. Nous, on l'a fait dans tous les pays, et tous les pays, il y a eu des réponses à peu près similaires, mais avec les spécificités locales. Et ça nous a permis d'abord de mesurer. La première des choses, c'est que les gens avaient bien vécu cette période-là. Les gens avaient bien vécu. Alors, il y avait tout un ensemble d'axes de progrès, en particulier sur la technique, etc., mais sur le fondamental, c'est-à-dire, est-ce que je suis perdu? Est-ce que mon manager me fait confiance? Est-ce que j'ai l'autonomie qui va bien? Est-ce que je sais ce que j'ai à faire? Là, on remplissait les cases. Et on ne l'a pas fait exprès. Hein. Je trouve que les gens se sont très bien adaptés. On n'avait pas du tout, comme tout le monde, préparé ça. Hein. Donc, non, mais il faut être honnête. Donc, la mesure, on va la reprendre. Peut-être le troisième point qui est important, c'est ce qu'on est en train de dire beaucoup aujourd'hui. On a toujours respecté les instructions du gouvernement, à la lettre. On n'est pas tout bib, on n'est pas politique, on n'est rien du tout. On peut tous avoir un avis, mais on s'assoit dessus. Ce qui est important, c'est simplement d'appliquer. Nous, on est là pour publier et partager de la réglementation. Ce n'est pas nous qui allons nous mettre de travers par rapport à elle. Donc on a appliqué strictement. Et pour autant, on a, dans la mesure où effectivement c'était moins au départ, mais de plus en plus sur le second confinement et encore aujourd'hui, on invite les gens sur les sites qui restent ouverts à venir passer 1 heure, 2 heures en faisant des one-to-one avec leur manager, avec d'autres collaborateurs, etc. Évidemment dans les conditions d'hygiène qui vont bien, mais on les invite à le faire parce que au départ, ça demande toujours un effort quand ça fait des mois et des jours que vous êtes en télétravail. Il faut y aller. Et à chaque fois, tous les gens qui reviennent nous disent j'ai bien fait d'y aller, ça m'a fait du bien. Voilà. Donc, c'est très simple. C'est amener les gens à continuer à maintenir le contact, continuer à maintenir ce lien qui est fondamental, qui, je répète, a été particulièrement développé au travers de notre projet de transformation. Et ça, c'est un vrai succès. C'est une bonne décision qu'on a prise, indépendamment du projet lui-même. Mais ça a relié les gens, ça a donné une communauté, un projet en commun. Et puis écouter au travers du survey. Écouter ce que les gens ont à dire. Et ça, c'est la synthèse des grandes actions qu'on a menées, indépendamment de tout ce qu'on peut faire ponctuellement et des initiatives des managers. C'est ça qui nous a permis pour l'instant, bien vivre cette période, entre guillemets. Yves ? Oui, je voulais juste réagir quand tu disais ramener les gens ponctuellement au bureau, et en rebondissant aussi quand tu citais tout à l'heure les populations un peu plus jeunes qui avaient peut-être plus de mal que d'autres à cette rupture je dirais de présence physique et de lien social dans l'entreprise. Il y a eu un épisode intéressant où au mois de septembre, on a accueilli un certain nombre de stagiaires, d'apprentis, etc. Et là, pour le coup, alors on était dans une période où c'était un petit peu plus détendu. Et là, on a fait revenir les équipes qui accueillaient ces stagiaires ou ces apprentis sur plusieurs jours, alors avec tout le respect des règles sanitaires, bien entendu, pour donner 1 semaine, 2 semaines d'induction réelle sur site à tous ces jeunes-là. Je crois qu'effectivement, là, on touche un point qui me paraît quand même très important, même si moi je suis assez convaincu qu'on va faire des choses très bien avec le télétravail, mais les populations plus jeunes qui cherchent à se développer, elles cherchent aussi à être sur site, à apprendre ce que c'est qu'être dans des bureaux, interagir avec des collègues en direct. Et donc je crois qu'il faudra toujours garder quand même un œil attentif sur ces processus de mise en route, de démarrage sur les premières semaines, sur les premiers mois pour tous ces jeunes. Je pense effectivement... Moi, je rebondis là-dessus. C'est un des points aussi qu'on a développé. Et effectivement, ce n'était pas forcément dans cet esprit du maintien du lien, c'était plus dans une logique RSE, sociétale. C'est qu'effectivement, en dehors de quelques profils, au printemps dernier, on a gelé nos recrutements. Sauf, on a accéléré pour les stagiaires et les alternants. Parce que d'abord, c'est notre rôle sociétal, enfin, c'est comme ça qu'on le perçoit. Et en plus, l'air de rien, encore une fois, être tuteur de d'un gamin qui est à distance, c'est du temps, c'est une vraie responsabilité, c'est un vrai sens, un petit sens, mais un sens. Et du coup, ça donne du sens, malgré le confinement,
au manager ou à l'encadrant. Et ça, finalement, on l'a fait essentiellement au départ pour des raisons sociétales, parce qu'on s'est dit, c'est très bien de raconter qu'on recycle notre papier, nos bouquins, etc. C'est très bien, on le fait, mais à ce moment-là, il y a un truc à faire. On l'a fait, et en fait, ça nous a, comme toujours, souvent ces initiatives, elles nous rapportent autant au sens humain qu'on donne. Ça a permis, l'air de rien, de fédérer un certain nombre de tuteurs, de maîtres d'apprentissage, etc., sur des jeunes qui arrivaient en full distanciel. Faire un stage en full distanciel, c'est un peu contradictoire, un peu aride. Et donc, raison de plus d'avoir une présence et donc une responsabilité. Et l'air de rien, ils nous ont bien renvoyé notre initiative de départ, voilà, ces jeunes-là. Vous avez vous aussi intégré des nouveaux pendant cette période-là ? Oui, nous, on a intégré quelques nouveaux, et notamment justement aussi en alternance, et des profils jeunes et qui sortent de l'école et qui, dans leur rapport d'étonnement, nous ont fait part d'un étonnement plutôt positif. En fait, ils ont réussi à prendre leur marque, y compris à distance, mais aussi parce dès qu'on a pu le faire, rouvert les bureaux, et que donc malgré tout, ce socle de j'ai la possibilité d'avoir quelques jours avec mon manager ou mes collègues, je sais dans quel bureau je m'inscris, dans quel cadre physique je m'inscrirai un jour venu où on n'aura plus la crise Covid, ça les a aidés. Mais même ceux qui n'ont pas eu ça, ils ont quand même réussi à prendre leur marque de façon un petit peu plus lente, mais ils ont réussi et ils arrivent à travailler en s'étant intégrés complètement à distance, ce qui, moi, me suscite mon admiration. Oui. On a vécu un peu la même chose aussi. On n'a pas gelé nos recrutements, donc effectivement, on a intégré beaucoup notamment de jeunes, et on avait mis en place quelques temps avant le confinement des journées d'induction, donc sur une journée complète pour tous les nouveaux qui étaient rentrés dans le mois précédent ou dans les 2 mois précédents, qu'on a dû arrêter, puisque effectivement, à distance, ça avait quand même moins de sens. Et intégrer ces jeunes, notamment les jeunes, dans cette période-là, ça a été un peu challenging, effectivement. Donc on demandait quand même au manager d'être sur place pour son premier jour, qu'ils se rendent compte de l'environnement, qu'ils viennent voir les bureaux et qu'ils soient accueillis physiquement. Et puis ensuite, effectivement, il y a des présences régulières sur le site qu'on n'arrête pas. Effectivement, les managers aujourd'hui s'organisent en demandant notamment, par exemple, à leurs équipes d'être présentes 1 fois par semaine, tout ensemble, pour pouvoir continuer à avoir du lien. L'informel est quand même très important, notamment dans des petites structures. Nous, on a effectivement un site de production qui a, comme le disait Yves, qui n'a pas été arrêté. Nos sites de production ont tourné pendant tout le confinement. Et c'était crucial pour l'entreprise, mais effectivement sur place, c'est important. On est assez peu nombreux et l'informel est important pour faire avancer les projets. C'est clair, surtout qu'il y a une expertise forte dans ces équipes-là. Donc l'expertise, elle ne se transmet pas toujours qu'à distance. Effectivement, c'est compliqué. Ouais. Alors, on n'est pas encore sorti de la période, bien évidemment, puisqu'on est encore vraiment au démarrage. Et on a encore quelques mois devant nous. Malgré tout, tu le disais tout à l'heure, Yves, on sait qu'il va y avoir des changements demain, que le télétravail va rentrer plus dans nos modes de fonctionnement et qu'il va falloir continuer à accompagner ces équipes. Donc avant qu'on prenne les questions qui arrivent sur le webinaire, et je pense qu'elles sont nombreuses, et d'ailleurs je vous invite à les poser sur le fil de conversation, juste faire un petit tour de table pour savoir si vous avez déjà des plans, si déjà vous savez un peu vers où vous allez aller. On a vu que dans cette période-là, déjà, il va falloir réussir à tirer un peu parti de l'expérience vécue. Encore ce matin, j'écoutais un groupe de collaborateurs qui, entre eux, commençaient à régler, dit voilà, 2 jours de télétravail, c'est super, 3 jours, déjà, ça commence à faire trop. Oui, moi, je préfère 2 jours, c'est mieux. Donc, ils ont déjà, eux, une expérience et ils ont des choses à proposer. Et donc, co-construire ces nouvelles règles du jeu de demain pour l'entreprise et puis en tenant compte des retours des équipes. Et puis aussi accompagner les managers parce que malgré tout, même s'il y en a une grande partie qui était déjà dans ce leadership et qui était déjà capable de donner de l'autonomie et de la confiance à leurs équipes, il y en a certains qui se sentent un peu largués parce que l'expérience d'avoir tous les gens sous la main et finalement de distribuer au travers du bureau, elle est difficilement duplicable quand on n'est pas préparé à distance. Donc est-ce que déjà vous avez commencé à réfléchir là-dessus, mis en place des plans? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se sont mises en place dans vos équipes?
Par la force des choses, on est déjà dans un mode un peu hybride, puisque une partie des équipes sont revenues sur le site et une partie sont à distance. Donc on commence à avoir les premières difficultés, c'est-à-dire que dans la première période, quand tout le monde était à distance, finalement, on a trouvé des règles du jeu assez rapidement et tout le monde était logé à la même enseigne. Là, maintenant, organiser une réunion avec une partie des équipes en Teams, une partie des équipes en salle de réunion, ça commence à devenir un peu plus compliqué. D'où la nécessité de mettre un certain nombre de règles de fonctionnement. Et ça, on commence à travailler avec les managers aussi pour les inciter et leur donner des clés pour travailler là-dessus. Et le télétravail, après, il y a le volet juridique qui est, comme tu le disais, un engouement pour le télétravail. On voudrait en faire un peu plus. Nous, on a un accord qui précise, en tout cas en France et dans les autres, en Italie aussi, on a également un accord de télétravail qui précise 1 jour par semaine, comme dans beaucoup d'entreprises, en télétravail. Et on a fait également une enquête interne qui ressort avec plutôt 2 à 3 jours par semaine. C'est ce que souhaitent les équipes, c'est ce que souhaitent les managers. Et donc probablement, on fera aussi évoluer nos accords d'entreprise dans ce sens-là. Yves, c'est le cas chez toi aussi ? Oui, tout à fait. Enfin, moi, je suis convaincu, et mes collègues au comité de direction également, on est convaincus que de cette crise, il va falloir en sortir quelque chose de très positif. Et le constat qu'on a fait de notre capacité à travailler en distanciel pendant une période à quasi 100%, il faut qu'on sorte dessus. Et il faut qu'on décide de ce qu'on va en faire. Donc effectivement, nous aussi, on réfléchit à un futur qui sera un mode de travail hybride. Moi, j'y vois un point fondamental d'amélioration de la qualité de vie au travail des collaborateurs, et notamment de ceux qui vivent dans notre région en Ile-de-France, parce que bon, c'est tout bête, mais il faut quand même le dire, quand on fait une heure d'embouteillage aller, une heure d'embouteillage retour, ou 2 heures de transport, ça sera quand même une formidable amélioration que de pouvoir faire des breaks 2 jours, 2 jours et demi, 3 jours par semaine pour éviter ces déplacements. Et j'y vois une opportunité peut-être encore plus importante pour l'entreprise, dans son efficacité, dans l'accélération d'un certain nombre de processus de transformation, et notamment digital, et puis dans une question qu'on s'est posée à plusieurs reprises, mais pour l'instant on est très loin d'y avoir répondu, c'est que comment on peut donc trouver encore de la valeur ajoutée et accélérer la valeur de ce qu'on crée en collaboratif. Je veux dire par là, dire on va faire 2 jours de télétravail par semaine, 3 jours de présentiel, c'est assez facile. Je prends les maîtres mots, ça va être la confiance et la flexibilité donnée aux équipes. Ça, pour moi, c'est un point très important. C'est-à-dire qu'il va falloir que chaque équipe fasse de cette flexibilité le meilleur pour l'équipe, pour les gens, et pour le processus business dont elle s'occupe. C'est pas pareil au marketing, à la comptabilité, par exemple. Donc, la flexibilité, pour moi, ça va être fondamental. Mais surtout, de se poser la question, de se dire, quand je viens en présentiel, c'est pour quoi faire ? Parce que si c'est pour passer aussi 30, 40, 50% de son temps devant son ordinateur à faire des réunions Teams ou à faire des mails, c'est pas la peine. C'est clair. Ça devra être réservé à la partie en télétravail. Donc moi, j'y vois une superbe opportunité de se dire, au contraire, finalement, paradoxalement, on sera moins souvent ensemble présents sur des surfaces au bureau, mais on peut améliorer de manière drastique la qualité de ce qu'on produit en équipe, en collaboratif. Voilà. Donc augmenter la valeur de ces temps collectifs, en fait. Absolument. Et puis les valoriser et se dire, sur mes jours de travail en présentiel, c'est quoi mon programme, c'est quoi mon plan, et c'est pas faire des emails, c'est travailler en équipe, c'est créer, c'est travailler sur un projet en brainstorming, c'est pour un manager avoir un entretien en face à face de suivi de performance avec un collaborateur, etc., etc. Donc moi, là, j'y vois vraiment une belle opportunité de renforcement de cette valeur ajoutée. Alors, un peu difficile à toucher en euros, espèces sonnantes et trébuchantes, mais on sent tous intuitivement qu'on a quelque chose à faire en rigueur d'organisation et en création de valeur dans le collaboratif, supérieur à ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est au bureau, on a des réunions, puis à un moment donné, on passe tous un pourcentage de temps. Finalement, quand on regarde à la lumière de ce qu'on vient de vivre, quand on commence à se poser la question en disant combien de temps, quand je vais au bureau en présentiel, je passe en interaction créative de valeur avec mes collègues, si on est honnête,
il y a bien des journées où, c'est un peu faible. où le pourcentage est assez faible, hein, parce qu'on est resté 3 heures, 4 heures devant son ordinateur à faire ses emails, ou en réunion aussi avec des collègues à l'étranger ou ailleurs, à distance, ou même des fois en réunion avec des collègues qui sont dans le bureau à 30 mètres à travers Teams. Donc pour moi, là, il y a un vrai sujet intéressant de création de valeur. Tout à fait. Colline, et toi, quelles sont les attentes de tes collaborateurs aujourd'hui? Comment est-ce que vous les adressez? Est-ce que tu as déjà commencé à mettre en place un processus? Oui, nous, en fait, comme toi, Stéphane, on a mené une enquête, une étude en juin 2020 sur une sorte de catharsis sur comment vous avez vécu le confinement et aussi de projection sur et demain. Et demain, il y a une sorte de consensus vu par les managers, vu par les collaborateurs, les représentants du personnel, les dirigeants. Il y a un consensus, et c'est ce que vous dites, sur le sens de l'histoire, c'est que demain, on fera le distanciel aura plus de place dans les modes de travail. Après, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, nous, on a annoncé, du coup, suite à cette étude-là, on a annoncé aux collaborateurs que notre accord, il serait revu, qu'on souhaitait reposer la question et repenser avec eux ce que ce serait nos modes de travail de demain. Après, moi, ce qu'on voudrait éviter, c'est que ce soit une discussion de est-ce que c'est un jour, est-ce que c'est 3 jours, est-ce que c'est... En fait, les vraies questions de fond, c'est en effet, c'est quoi le sens du bureau, pourquoi on vient au bureau, comment on maîtrise aussi les sujets comme le droit à la déconnexion, c'est quoi l'évolution du rôle du manager, c'est quoi l'évolution dans nos modes de collaboration, dans ce que l'on formalise ou ce que l'on ne formalise pas, dans ce qui fait qu'on est en réunion ou qu'on s'appelle sur Teams. Bref, en fait, ça repose beaucoup de questions de fond et de fonctionnement. Et je pense que c'est la grosse partie du boulot qui reste encore à faire et à laquelle on n'a pas de réponse. Et donc, on va cheminer, en avançant. On va apprendre en marchant. Et j'aime bien la question de Patrick sur est-ce possible d'être un meilleur manager en distanciel plutôt qu'en présentiel. En tout cas, moi, mon avis, c'est que la confiance redevient encore plus qu'avant une clé dans la relation de management, et que du coup, le management est forcément par objectif, est forcément sur le résultat, et que donc du coup, les managers qui ont intégré ça sont bons tout court, que ce soit à distance ou en présentiel, mais ils sont obligés d'intégrer ça aujourd'hui, alors qu'ils pouvaient ne pas l'avoir complètement intégré avant. Je pense que c'est vraiment une des clés. Oui, moi je pense sur la question de Patrick, je ne sais pas si c'est possible d'être meilleur manager en distanciel plutôt qu'en présentiel, mais je pense que cet électrochoc du distanciel qui a créé psychologiquement dans la tête des managers le fait de dire « oh là là, ça va être plus dur de manager à distance », ça a provoqué une réflexion, ça a provoqué tout à coup une organisation différente, la volonté de communiquer plus, de suivre un petit peu mieux, de donner plus de coaching, de donner plus de feedback. Donc moi je pense qu'en tout cas, cette période-là a probablement permis à beaucoup de managers de devenir des meilleurs managers. Ouais. C'est ce que tu disais aussi, Stéphane, dans la préparation, qu'il y avait un effet un peu cage d'amplification pour les managers qui se révélaient. En fait, c'était les mêmes, tu savais que ceux-là, ils allaient y arriver, mais finalement, il y avait une cage d'amplification par rapport à ça. Oui, et en tout cas, je pense à ce que vous dites, c'est-à-dire que ça serait vraiment dommage de pas faire quelque chose de ce truc improbable qu'on est en train de vivre. Ça serait vraiment dommage de ne pas savoir en chercher à avancer et progresser, même si aujourd'hui c'est un peu sinistrose, parce qu'on regarde que des chiffres de malades en urgence, mais j'espère que quand même on saura en faire quelque chose tous collégialement. Moi j'aime bien les mots, et il y a des mots qui sont en train de disparaître, et c'est plutôt pas mal, et d'autres qui commencent à apparaître. On doit rentrer dans le 21e siècle avec un peu du retard. Tu as parlé de quelle est la valeur c'est quoi la valeur que je dégage quand j'ai une activité. On parlait du travail avant. Et je pense que là, il y a un glissement entre quelle est la valeur, quelle est ma contribution, qu'est-ce que j'apporte par rapport au travail qui est peut-être un peu plus laborieux et une vision un peu 20e siècle des choses. Et il y a un autre mot aussi qui est en train de disparaître au profit d'un autre, c'est le bureau. Le bureau, le desk, d'accord. Et puis après, là, on est dans les bureaux d'Over the Moon. Il n'y a pas beaucoup de bureaux, au sens où vous l'entendez. Je confirme, il n'y a pas beaucoup de bureaux.
Et après, il y avait le bureau de Windows, mais maintenant, on parle de présentiel. Ah, c'est un truc, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça ne veut pas dire bureau, en tout cas. Donc, on voit bien qu'on est en train de glisser sur autre chose, que les mots, ils sont en train de glisser sur autre chose. On n'a pas encore inventé quoi. Mais c'est sûr que le télétravail, on focalise énormément sur la personne à domicile, et c'est normal, puisque c'est ça qui est nouveau. Mais il va falloir le définir en regard d'autre chose, et de quelque chose de beaucoup plus complet, beaucoup plus cellulaire, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus adapté à la notion de contribution, de valeur, d'engagement, d'innovation et de choses comme ça. Ça, c'est sûr. Et c'est pas de la langue de bois. C'est vers là qu'on est obligé d'aller, dans des sociétés qui le permettent. Je ne sais pas dans les gens qui font de la prod, ça, je ne connais pas. Mais dans nos milieux de service, de profession intellectuelle, c'est très important, du coup, par rapport à ce qu'on va pouvoir revenir. Surtout, le projet, c'est de redéfinir la nouvelle finalité du collectif, du être ensemble physique. Du être ensemble, pas digital, mais du être ensemble physique. Et nous on a lancé en début d'année, et ça fait c'est tous les 20 ans que ça arrive dans une boîte, un site unique, on a beaucoup de sites à Paris, un site unique en fin 2022, début 2023. Ce n'est pas du tout un projet de déménagement, c'est un vrai projet qui était d'ailleurs inscrit dans notre projet initial de management. Et on doit définir ou co-designer avec l'ensemble des métiers, là où on veut aller, là où on a envie d'être, là où ça fera du sens de comment on doit s'organiser par rapport à ce qu'on aura envie de faire dans 2 ans, en capitalisant sur la façon dont on a travaillé là. Parce qu'effectivement, tu as raison, c'est pas la peine de faire une heure de trajet pour que tu demandes à ton DRH quand tu arrives, s'il te plaît, tu me mets dans un bureau pour être tranquille, parce que ça fait 1 heure que je fais du trajet pour être tranquille. Bon, soit tu restes chez toi, et je favorise le fait que tu restes chez toi, soit éventuellement, d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, tu signes des accords de coworking à droite à gauche pour que l'individu soit bien, mais parce qu'il a envie de s'isoler. S'il est là, c'est qu'on est dans le lien, on est dans le collaboratif, on est dans l'innovation, donc il faut que le site l'y invite. Voilà. Donc, et bien sûr, il y aura toujours des endroits où on peut s'isoler, travailler tranquillement, etc. Mais ce n'est pas la finalité du déplacement. La finalité, c'est l'autre. C'est « Ah chouette, je vais rencontrer l'autre, donc je vais chercher quelque chose ». Et c'est ça, la vraie mutation culturelle, c'est celle-là. Et c'est pour ça que c'est chouette. On a chouette cette crise parce que, en fait, c'était quand même dans les projets d'entreprise et ça a été une rampe d'accélération incroyable parce qu'on s'est tous prouvé qu'on pouvait marcher en télétravail parce que combien de managers, objectivement, avant le mois de mars, étaient favorables à ça? À peu près 0,1%. Un nombre raisonné ou raisonnable et alors qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'en fait, il peut faire son job de manager à distance, et qu'il a finalement, il y a des faiblesses à ça, mais il y a aussi des choses très intéressantes et des proximités, paradoxalement, qui se sont créées. Et on l'a bien vu, nous, par exemple, dans la communication, parce qu'on a quand même la face des gens en permanence sous le nez, là, quand on est devant notre écran. On n'est pas à distance, le présentiel, c'est beaucoup plus inclusif dans la personne, beaucoup plus puissamment. On le voit beaucoup sur les webinars, où on fait des webinars all staff avec tout le monde. Les gens, ils n'ont jamais vu autant nos têtes. Parce que d'habitude, c'était les pupitres, machin, le truc, une fois par an dans le théâtre, enfin le truc 20e siècle, quoi. Donc aujourd'hui, on est avec les gens et on est en mode beaucoup plus interactif avec des questions. Et du coup, le lien n'est pas le même. Voilà. Donc le digital a créé des liens, a créé des opportunités. Le bureau demain, entre guillemets, le bureau d'hier, le présentiel de demain, il doit créer autre chose et c'est ça qu'on doit préparer. Et on doit le préparer avec les gens et ça doit créer de la valeur global pour les individus comme pour le business model, parce que c'est ça qui fera le lien, c'est ça qui fera la créativité, c'est ça qui fera l'innovation, c'est ça qui fera la qualité du service qu'on offrira à nos clients. Juste un petit bémol par rapport à mes propos et aux tiens sur pourquoi venir en présentiel si ce n'est que pour interagir. Il y a un point important, c'est de ne pas oublier une partie des collaborateurs qui viendront quand même au bureau présentiel pour être, entre guillemets, dans des bonnes conditions, isolés pour pouvoir travailler calmement, parce que chez eux, ils peuvent pas. Pour des raisons de surface, de milieu familial, de jeunes enfants, c'est très compliqué. Donc cela, il ne faut pas les oublier, et au moins pour cela, il y aura toujours, je dirais, la nécessité du bureau à l'ancienne. Si oui, mais et là, on peut innover. Encore, aujourd'hui, on a des offres de coworking. Nous, on a une promesse, on a signé des accords, on a signé des accords de télétravail cet été. Dans lequel on s'engage de tester, on verra bien, le coworking, dont la promesse c'est un bureau pour tout le monde à 10 minutes à pied de chez lui. Après,
les collaborateurs, ils iront, ils adhéreront pas, ils s'y retrouveront pas, ils retrouveront d'autres personnes, mais on va tester. Et je pense il faut qu'on teste plein de trucs comme ça. Ouais. Parce que il n'y a pas que le bureau physique, voilà. Mais évidemment, il faudra, quand on vient toute une journée, il y a certainement des périodes entières de la journée où il faut qu'on puisse effectivement travailler dans le calme et pouvoir s'isoler. C'est vrai que là, tu fais d'une pierre deux coups, puisque c'est continuer à permettre aux personnes qui ont besoin d'un bureau, au sens ancien du terme, pour venir travailler, et en plus en le mettant à 10 minutes en de leur... temps à côté de chez eux. Ouais, voilà. Je ne vous cache pas que cette nouvelle configuration de locaux, c'est une bonne nouvelle pour Over the Moon, puisque la première chose qu'on fait en général chez nos clients, c'est leur demander d'enlever les tables. Alors, Olivier me fait les grands signes derrière la console, parce qu'il y a beaucoup de questions en fait, qui arrivent sur le webinaire, donc on va consacrer la dernière partie du webinaire à tenter d'y répondre, dans la mesure de nos moyens. J'en vois une première qui s'affiche. Alors, comment gérer les conflits en télétravail ? Vaste sujet. Est-ce que vous avez eu des expériences vécues ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de revenir par rapport à ce sujet-là ? Moi, je n'ai pas d'expérience. J'ai juste une conviction là-dessus, c'est qu'en fait, c'est pareil. En fait, je ne pense pas que la méthode soit différente ou que les réflexes soient différents que si le conflit est en télétravail ou sur site. Mais je pense que c'est la même chose. Mais ce que ça fait peser, encore une fois, je trouve, si c'est le manager qui a géré des conflits, un poids ou une responsabilité pour les détecter suffisamment tôt et du coup pouvoir mettre des mots dessus, faire en sorte que les gens s'écoutent, se parlent, soient capables de se dire les choses et de trouver ensemble des solutions. Mais pour moi, c'est la même méthode. Et d'ailleurs, cette question est en corollaire, comment détecter les signaux faibles, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'avoue que très honnêtement, je ne m'étais pas posé cette question, mais je la trouve très pertinente. Mais finalement, on a tous expérimenté que on a des difficultés à résoudre des conflits quand effectivement on n'a pas détecté les signaux faibles et qu'on n'a pas pris les choses à temps. Voilà. Effectivement, on peut j'imagine que c'est ça qu'il y a derrière la question, c'est que prendre les choses à temps quand on est ensemble et qu'on voit les choses physiquement, c'est déjà pas évident. Souvent, on n'est pas très bon pour ça. Donc à distance, là, on voit encore moins et ça peut être encore plus difficile. Mais là, je dirais peut-être encore un exemple d'un sujet où cette crainte d'être moins bon à le gérer, un petit peu comme le management de proximité, parce qu'on est en distanciel, ça va être peut-être aussi une opportunité de se poser des bonnes questions et dire comment je fais pour anticiper les signaux faibles alors que je vois un petit peu moins mes collaborateurs. Donc là aussi peut-être une opportunité pour revisiter le sujet. Ce qui est aussi un peu un risque par rapport à ce que vous avez évoqué, que je partage aussi, de dire finalement, on va dédier des temps au bureau et on va dédier des temps à travailler un peu plus au calme chez soi. Ça laisse peu de place pour l'informel. Et l'informel, quand on est au bureau et on va prendre un café, on discute avec un collègue, ce n'était pas forcément prévu. Mais finalement, on se rend compte que c'est très important parce qu'on a des conversations qui permettent de dénouer certains sujets, justement de possiblement capter des signaux faibles qu'on n'aurait pas captés autrement. Donc il faut aussi se laisser un peu de flexibilité sur ce type d'organisation, tout reste à inventer. On est bien la communication par écrit n'est pas toujours une communication extrêmement fluide. Donc, je pense que, ça c'est les signaux faibles, j'en sais rien, ou l'informel. Je pense qu'on peut le développer. Je prends deux exemples, mais c'est pas exemplaire, c'est simplement deux exemples. Moi, j'ai une de mes équipes où on se réunissait tous les 15 jours. C'est très long, 15 jours, en fait, en distanciel. Donc là, on a décidé, c'est très simple, de faire 1 heure toutes les semaines. C'est pas du tout pareil. La fréquence, ça veut dire plus de fréquence, moins de longueur, parce qu'on a encore notre calendrier du présentiel quand on fait les trucs. Et 2 heures de présentiel, c'est juste hyper long. C'est juste hyper long. Alors que 2 heures de réunion d'habitude, c'était, voilà. Les CODIR, 2 heures. 1 heure, si vous regardez, vous pouvez... Donc, 1, la fréquence, et 2... Une règle que j'essaye de m'appliquer, ça fait toujours... Ils se demandent pourquoi on tourne en rond comme ça. C'est peut-être que de se dire que simplement, peut-être 20% du temps de votre réunion, elle est juste pour discuter. Oui, c'est ça. Mais c'est énorme, 20%, parce qu'en plus, le numérique, il nous aide... Je ne sais pas pourquoi, mais on a envie d'être... Et on est hyper efficace. Alors que d'habitude, on était... Ça va, ouais, ça va bien. Et là, poum, 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 la question, la réponse. Ouais, tout le monde est à l'heure. C'est pour ça qu'il y a du stress, parce qu'il y a une productivité, à mon avis, dans certains cas, qui est vachement forte. Ouais. Mais une productivité analytique, il y a une productivité productiviste, et c'est très bien. Mais le lien, la créativité, l'écoute,
il faut s'obliger à casser ça, parce que sinon on se précipite sur ce mode, et effectivement on est très efficace, mais on n'est pas très humain. Et en fait, 20% c'est long, hein. Ça fait 10 minutes minimum à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on pense de l'élection de Trump ou de la guerre au Yémen, ou je ne sais pas trop quoi, ou Jean Le Cam. Et ben ça fait un bien fou, parce que l'air de rien, on perd du temps qui est loin d'être du temps perdu. Ouais, voilà. Et je pense que se dire qu'il y a 20%, même sur une heure, il y a les 10 premières minutes, sans le dire, en informel, on rebondit sur l'actualité des uns ou des autres, ou sur l'actualité tout court, c'est hyper efficace. Tout à fait. Alors, il y a une question qui est apparue. On a beaucoup parlé de confiance dans nos échanges. Et la question, c'est finalement le télétravail sans confiance, est-ce que c'est vraiment impossible ? C'est compliqué en tout cas, c'est sûr. Mais c'est un peu comme tous les autres sujets, c'est-à-dire que manager sans confiance, de toute façon, c'est compliqué. Donc le télétravail accélère, et comme on le disait auparavant, ça a forcé les managers à être encore meilleurs qu'avant, parce que la confiance, elle est indispensable dans les rapports professionnels, mais dans les rapports humains aussi. Et comme tu le disais aussi, Colline, il faut qu'on manage avec des objectifs, et ça oblige à être plus rigoureux dans son mode de management. Oui, ça se structure en fait. Mais elle est indispensable, ça c'est certain. Ouais. Mais le travail aussi tout court, sans confiance, c'est pas possible. Tout à fait. Moi, je crois ce qu'on a vu quand même, et beaucoup d'entreprises rapportent cette expérience, c'est que, et je trouve que c'est un message super positif, c'est qu'on s'est quand même rendu compte que dans l'immense majorité des cas, effectivement, on pouvait faire confiance à nos collaborateurs et aux gens, et même des fois aller voir surtravailler, etc., etc. Alors après, qu'il y ait peut-être une petite frange de salariés qui profitaient de la situation pour en faire un peu moins, ou pour... Bon, probablement, dans tout groupe humain, il y a de tout. Mais bon, c'est probablement les mêmes qui, en présentiel aussi, posaient quelques problèmes de performance. Donc, je me souviens au début du confinement, certains managers nous ont dit, mais comment on va faire pour manager les problématiques de sous-performance comme ça, en distanciel? On a répondu comme avant, hein, c'est-à-dire que si tu les manageais bien avant, tu continueras à bien les manager. Si tu ne les manageais pas avant, ça ne changera rien. C'est clair. C'est une espèce de credo comme quoi il faut se voir à 2-3 mètres de distance pour gérer ces problématiques-là. C'est un faux problème. Je pense que l'attendu, le job du manager, il évolue grandement dans ce schéma-là, hein, qu'on soit clair. Et ça veut dire plus de sens, plus de communication, plus de mentoring des gens, plus que du contrôle ou des objectifs à date fixe, etc. C'est vraiment mettre les gens dans des conditions qui leur permettent d'aller chercher, et dans un projet qu'ils partagent, dans un projet dans lequel ils se committent, enfin ils s'engagent, etc., etc. Et tous les managers ne savent pas faire ça. Et ben, donc dans ces cas-là, il faudra repenser ce rôle de manager, peut-être restaffer des gens sur ce rôle de manager qui ont cette fibre et que les autres n'avaient pas. Ils n'ont pas été mis là sur ces critères-là. Mais le télétravail n'a rien changé. Hein. Non. Non, ça ce que tu décris, c'est déjà l'attente que j'avais de exactement, ça amplifie. Et proposer des jobs à ces gens-là. Autre, le problème, c'est que souvent dans nos entreprises, la seule façon de progresser, c'est de manager, mais sur des filières d'expertise qui sont mises en évidence, qui sont valorisées, et où le collaborateur sera ex-manager, sera beaucoup plus à l'aise que dans cette nouvelle univers. L'univers change, tout le monde n'est pas obligé non plus de rester scotché à un job qui n'est pas le même et qu'on va pas faire avec les mêmes outils qu'hier. Donc, il y a d'autres opportunités. Enfin, je veux dire, on n'est pas voué, celui qui est manager n'est pas voué à être manager toute sa vie. Et celui qui est expert n'est pas voué à être expert toute sa vie. Peut-être qu'il y avoir des passerelles. Vous le saviez déjà en avant, mais là, ça met en lumière, en fait, exactement. Comportement. Mais c'est quand même d'autres sensibilités, d'autres ressorts qui sont par rapport aux managers qui étaient plus organigrammes. Et d'ailleurs, sur ces sujets-là, il y a un sujet qui est lié à la reprise dont on discutait avec Colline en préparant. La question, c'est le télétravail. Lors du confinement, on a rencontré l'engouement sur un certain nombre de personnes. Comment remotiver ces personnes qui ont du mal à revenir en présentiel? Donc, comment les remotiver dans la reprise du présentiel? Tu me disais, Colline, que tu avais quelques cas comme ça, qui étaient plutôt des cas
grands experts, on va dire. En tout cas, oui, c'est plus. Ce que je perçois, c'est qu'en effet, il y a plusieurs. Il y a probablement une majorité de collaborateurs qui trépignent pour revenir au bureau pour de multiples raisons, conditions de travail, besoin de liens, bref, on en a parlé beaucoup. Il y a aussi peut-être des collaborateurs qu'on aura du mal à faire revenir au bureau. Les confinements ont fait rentrer la sphère personnelle et les contraintes personnelles beaucoup dans la façon de structurer les agendas et les temps professionnels. Et donc, du coup, en effet, c'est la question de Sylvie de comment remotiver les personnes dans la reprise en présentiel. Moi, ce dont je suis convaincue, c'est que, en fait, la question, c'est justement à quoi ça sert de revenir et d'être ensemble et quel sens on donne à ça. Si on n'arrive pas à y donner du sens et que c'est juste, on te demande de venir 2 jours, donc tu viens 2 jours, bien sûr qu'on n'arrivera jamais à les remotiver. Et qu'on aura. En fait, c'est bien là notre défi, c'est quel sens ça a d'être ensemble. Ça va vraiment pousser la question qu'on se posait tout à l'heure, de se dire quelle est la valeur qu'on apporte à être ensemble physiquement dans un même lieu. Ça va vraiment contraindre à avoir cette réflexion. Sinon, on n'aura pas de question, on n'aura pas de réponse à cette question. Parce que si c'est juste pour dire, parce qu'on a décidé dans l'accord de télétravail que c'était 2 jours de présentiel, donc tu viens, pour faire la même chose que ce que tu fais chez toi, mais tu viens, ça va être une réponse peu satisfaisante pour ces collaborateurs-là. Mais c'est l'une des missions, nouvelle mission du manager. Le manager, jusqu'à présent, quand le collaborateur va au bureau, ça va de soi. Et il n'est pas dans l'accueil, ça va de soi. Là, si on décide qu'il y a une journée ou 2, il est dans l'accueil, dans l'animation, dans l'ordre du jour. C'est ça son job de demain. Et là, ça change radicalement ce qu'il a à faire. Parce qu'aujourd'hui, il vérifie les présences. J'exagère. Pas plus que ça. On n'a jamais demandé à nos managers de faire autre chose. C'est pas de l'accueil, de l'animation. Voilà le programme quelque part. Chaque semaine, on est là le mercredi. Et le mercredi, voilà ce qu'on fait ensemble. Et il s'agit de l'animer, d'y mettre de l'énergie pour qu'effectivement, à la sortie, ils aient rempli les piles. Et qu'ils soient capables de repartir un jour ou 2 en solo. Et c'est ça le job. Ça va être ça le job du manager. C'est pour ça que je dis que tous les managers, ils ne vont pas avoir une appétence naturelle à faire ça. Donc, prenons les managers qui le font et investissons à fond là-dedans, parce que c'est ça les attendus. Et pourquoi je rentre ? Parce que je repars, je suis comme une pile. Si mon niveau d'énergie n'a pas été multiplié par 2, je ne sais pas ce que je suis venu faire. Il y a un truc qui ne va pas passer. Donc voilà, tant que la pile, si je repars avec la pile est pleine, c'est l'objectif du manager de demain. Donc la réponse à la question, c'est offrir quelque chose de super motivant. Une expérience. Et quand la personne aura fait sa journée en présentiel, elle rentrera chez elle avec la pêche. Et puis le recharger. Ouais. Mais il faut que le manager soit quand même capable de gérer, même quand la personne n'est pas au bureau. Non, mais bien sûr. Non, mais... Il faut aussi penser à recharger les accus, effectivement, même à distance. On est presque au bout du temps qui nous est imparti. On va prendre encore 2 questions. Ouais, il nous reste 3 minutes. Il y en a une pour toi, Yves, donc elle est affichée sur l'écran. Oui. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait effectivement des personnes qui pouvaient faire du télétravail et d'autres pas. Et donc dans ce cas-là, comment gérer ce problème d'équité ? Oui. Je crois qu'elle n'est pas que pour moi, parce que ça va se poser dans beaucoup d'entreprises. Donc c'est un vrai sujet. Bon, je dirais, l'inéquité ou l'absence d'égalité, de toute façon, entre les jobs, entre les situations, elle est multiple. Il y a pas... ça va être effectivement un élément de plus à expliquer. Et puis, je dirais, à mettre en perspective par rapport aussi à des avantages qu'il peut y avoir à avoir des boulots également extrêmement motivants et avec beaucoup de sens dans des usines, à produire quelque chose, etc., etc. Mais c'est un vrai sujet. Et les remarques, pour être très honnête, notamment dans la période du... alors, heureusement, elle est un petit peu derrière nous, mais dans la période extrêmement anxiogène de mars 2020, parce qu'on l'a un peu oublié, là, il y a une petite accoutumance au risque, maintenant on a des masques, il y a les vaccins qui arrivent, etc. Ouais. Ça accoutume un petit peu. Il ne faut pas oublier qu'en mars 2020, je pense que les gens qui étaient en télétravail, ils étaient assez contents d'être en télétravail. Et ce sujet-là, on l'a eu de manière très prégnante, avec nos personnels dits en première ligne, comme disaient nos gouvernants, en disant « mais attendez, c'est sympa, mais nous, on risque notre peau, alors que les salariés fonctionnels, là, chez eux, vous êtes bien tranquilles. » Donc là, il a fallu donner du sens à la valeur de leur travail. Et je pense que dans un contexte un peu plus serein, cette remarque, elle aura toujours lieu, comme sur d'autres sujets. Et la réponse, c'est l'explicatif, c'est la communication, et c'est le sens donné à ce que font les gens qui produisent quelque chose sur une chaîne industrielle. Et en conséquence, je pense qu'en temps long, il va falloir revaloriser ces fonctions-là. Absolument, absolument. Parce qu'elles étaient un peu des fonctions subalternes et qu'elles sont devenues des fonctions prime.
Et donc les gens, tout à fait naturellement, ils vont se retrouver dans l'échelle de valeur, dans leur perception à eux, et ils ont raison, vont se percevoir de façon largement différente de la façon dont ils se percevaient avant. Oui, tout à fait. Donc à nous d'adapter aussi les choses. Ouais. Là, pour rebondir sur ce que tu dis, une population chez nous, alors qu'ils ne sont pas des salariés directs de Butagaz, ce sont des partenaires, mais une population qui, dans notre business, comme dans beaucoup d'autres, a été mise énormément en valeur, c'est la population des chauffeurs routiers, hein, sans qui s'arrêter dans le pays. Et en fait, moi, en ce qui concerne cette population, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude parce que c'est aussi des personnes qui adorent leur métier, parce que c'est le contact avec le client au quotidien. Et il y a aussi toute une partie de ces personnes qui ne peuvent pas faire de télétravail, mais qui n'en veulent absolument pas. Hein. Donc voilà, chaque cas est un cas un peu spécifique. Il y a des métiers qui s'y prêtent, effectivement, des métiers qui ne s'y prêtent pas, mais c'est aussi important du coup pour les populations qui peuvent télétravailler d'avoir du temps en présentiel pour avoir des équipes qui travaillent avec les équipes de production qui sont de toute façon sur place et arriver à garder ce lien entre des équipes qui fonctionnent finalement de façon assez différente. Oui, parce qu'effectivement, tout à l'heure, tu citais les projets qui ont vraiment, eux, leur propre rythme. Ouais. Les équipes de production en ont un autre. Si on ne les fait jamais se rencontrer, ça va. Ils ont besoin de travailler ensemble. Donc, de toute façon, il faut que ce soit des populations qui aient des temps de présence communs. Alors, on va prendre une dernière question, celle qui était affichée avant. Voilà. En fait, une dernière question qui était une question sur laquelle on pourrait refaire un webinaire. Donc, je vais essayer de m'en rappeler, puisque finalement, elle ne s'affiche plus sur l'écran. Mais finalement, on a parlé d'accélérateur, on a parlé d'agilité, on a parlé de créativité. Et la question, c'est, mais finalement, quand une organisation n'est pas prête, comment est-ce qu'on peut gérer cette nouvelle nécessité de lâcher prise ? Donc ça, c'est webinaire épisode 2. On y repasse 2 heures tous ensemble. C'est le teasing pour la suite. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc merci pour celui qui a posé la question. Parce que là, il nous relance. Hein. Il n'a pas donné son nom en plus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des pistes de travail ? Est-ce que pour les situations... On n'est pas prête à être dans ce mode de travail nouveau, hybride. Il faut l'inventer ensemble. Hein. De toute façon, je pense que tout passe par la collaboration, par l'échange de bonnes pratiques. Finalement, l'année qui a passé nous a alimenté en bonnes pratiques. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché. Il faut capitaliser sur ce sujet-là. Et ce sera forcément des solutions collectives qu'on arrivera à trouver ensemble. Ouais, on a pris de nos sociétés, on a signé cet été des accords de télétravail avec 2 jours de présentiel et le reste, c'est un quota annualisé de jours parce qu'on veut un peu se détacher de la semaine qui ne correspond pas forcément au cycle de travail annuel des différentes fonctions. Mais surtout, ce qu'on s'est engagé à faire et qu'on est en train de construire, qu'on est en train de délivrer, c'est une après-midi de formation, entre guillemets, d'échange, en mélangeant des collaborateurs et des managers, en mélangeant des services qui n'ont rien à voir, sur le retour, des feedbacks d'autres entreprises qui font du télétravail et qui font une autre forme de travail au bureau, entre guillemets, de pouvoir avoir des inputs et eux-mêmes qu'ils aient un retour d'expérience, qu'ils puissent l'exprimer. Et que chacun, en fait, de ces formations, de ces espèces de petits groupes de formation, mais aussi d'échange et de partage, soit capable de produire quelque chose et que la somme de ces productions, à la sortie, donne lieu à un certain nombre de plans d'action. Voilà. Donc, c'est les associés. Je ne sais pas s'il y a une organisation qui est prête. Je ne sais pas. Et je ne sais pas s'il y a une organisation qui est durablement prête. De toute façon, c'est quelque chose qu'il faudra en permanence animer. C'est pas naturel. Enfin, c'est quelque chose sur lequel il faudra toujours veiller. Et je pense qu'on doit trouver un mode de fonctionnement avec l'ensemble des collaborateurs, quelle que soit la fonction, très à plat, très en échange, en collaboration, pour qu'en permanence, sur un espèce de process qualité quelque part, on arrive à s'ajuster aux contraintes, aux opportunités, et que les gens puissent en parler librement. Voilà. Et je pense que c'est encore une fois une façon d'apprendre à être ensemble, à travailler ensemble. Et nos modes opératoires et nos organisations, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Les gens sont de toute façon intéressés par ça parce que de toute façon, ils sont directement clients de l'affaire. Et donc, autant les y associer dans un mode récurrent comme ça. Oui, je pense aussi que ce que tu dis là, je pense qu'on parlera de plus en plus là au sein des fonctions RH et de management dans les entreprises. On va parler de plus en plus d'organisations apprenantes. On en parlait déjà beaucoup d'intelligence collective et que c'est une des clés pour
pour Exactement ça. apprendre, pour faire des retours d'expérience, pour s'arrêter, se dire qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'il faut qu'on change et comment on progresse en avançant. Et je reviens juste, en fait, je pense que dans cette question de quand une organisation n'est pas prête, comment gérer cette nouvelle nécessité de lâcher prise, je pense qu'il y a une partie de la réponse dans la nécessité. Si la nécessité est forte, bah, le moteur pour avancer et pour apprendre, il est fort et va nous aider aussi à être prêt. Moi, peut-être aussi derrière cette question, moi je vois dans le réseau de DRH avec qui j'échange, je vois des organisations, souvent des grosses organisations, où les directions n'attendent qu'une chose, c'est de revenir à tout comme avant. Voilà. Donc c'est peut-être un peu ce qu'il y avait dans cette question-là. Un petit peu ce qu'on connaît aussi, un peu culturel, hein, le présentéisme à la française, hein, qu'on connaît tous. Hein. J'ai travaillé très longtemps pour des groupes anglo-saxons. C'est des choses qui culturellement sont abordées de manière complètement différente. Et là, voilà. Alors ça pose aussi des questions légales, de temps de travail, de suivi de temps de travail, etc. Et de confiance. Voilà. Donc moi, j'aurais tendance à dire, c'est peut-être un des propos que je tenais tout à l'heure, c'est-à-dire un comité de direction d'une grosse organisation qui n'est pas prêt ou qui ne souhaite pas ou qui veut voir revenir tout le monde au bureau 5 jours sur 5. Il faut peut-être essayer de montrer la partie valeur ajoutée pour l'entreprise. Il y a des directions encore qui disent « Ouh là là, ça c'est juste encore un truc accordé aux salariés, plus de flexibilité, encore un cadeau, etc. etc. » Mais pour moi, ce n'est pas ça. C'est aussi, encore une fois, une opportunité de créer de la valeur pour l'entreprise et pour l'actionnaire. Donc comment convaincre ? C'est toujours pareil, c'est montrer la valeur. Dans son temps, on avait le même sujet avec la sécurité, avec la diversité, avec l'égalité homme-femme. Comment convaincre ? En montrant la valeur pour l'entreprise, la création de valeur qu'on peut apporter avec ce nouveau mode de travail. Tout à fait. Et en passant à l'action, comme on l'a évoqué, sur les différentes règles à construire ensemble. Merci beaucoup pour cet échange. Alors, 1 heure, ça passe quand même très, très, très vite. Donc on aurait pu encore, je pense, prendre beaucoup de questions. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés, qu'on n'ait pas pu répondre à toutes les questions sur le webinaire. Merci Yves, Anne-Sophie, Colline, Stéphane pour le temps précieux que vous avez partagé avec nous. Je sais que Olivier, qui est derrière la console, partagera des petits éléments de ce webinaire avec vous dans les semaines à venir. Et puis n'hésitez pas à continuer à nous adresser vos questions. Et encore merci d'avoir tous participé activement à ce webinaire aujourd'hui. À très bientôt, j'espère.